Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. Constant Moutamba, député par la Cour constitutionnelle, la Cour de juridiction rejette les 2 requêtes introduites par l'ancien ministre de Justice. À la une, également, l'Ouganda s'apprête à accueillir un sommet sur la situation en République démocratique du Congo. C'est une initiative du président Yoweri Kaguta Museveni. À la une, également à l'international, le Sénégal se positionne comme 3e importateur du riz. Il talonne le Nigeria et la Côte d'Ivoire dans cette dépendance exacerbée. Bonsoir à tous. La Cour constitutionnelle a rejeté ce vendredi 2 requêtes introduites par l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba Tungunga. La Cour constitutionnelle a jugé les 2 recours recevables mais non fondés sur le fond, rejetant ainsi l'ensemble des arguments constitutionnels avancés par l'ancien ministre de la Justice. Patience Lokeke. Lors de son audience publique de ce vendredi 19 décembre 2025, dans le cadre du contrôle des constitutionnalités, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a statué sur plusieurs dossiers inscrits à son rôle. Parmi ceux-ci figuraient 2 requêtes introduites par l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. À l'issue des débats, la Haute Cour a rejeté les 2 requêtes qu'elle a jugées recevables sur la forme, mais non fondées sur le fond. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente et déclare la requête recevable mais non fondée. Dit conforme à la Constitution, les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation des poursuites à charge de M. Constant Moutamba Tungunga. Pour rappel, la première procédure enregistrée sous le numéro R-Compte 2536 visait l'annulation pour inconstitutionnalité des résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du mois de juin 2025 adoptées par l'Assemblée nationale. Ces résolutions autorisaient respectivement l'ouverture d'une information judiciaire et l'engagement de poursuites à son encontre. La seconde requête référencée R-Compte 2537 contestait l'arrêt avant dit au droit RP22/CR rendu par la Cour de cassation, l'ancien ministre estimant que cette décision violait plusieurs dispositions de la Constitution. Il convient de rappeler que, par arrêt du 2 septembre 2025, la Cour de cassation avait condamné Constant Moutamba à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics concernant la somme de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Je l'avais. Un nouveau sommet régional consacré à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC a été confirmé à l'initiative du président ougandais Yoweri Museveni. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Selon des sources diplomatiques, des experts seraient déjà dans la capitale ougandaise pour cette fin. José Junior Oa pour plus de détails.
Selon les informations disponibles, le processus débutera par une réunion d'experts chargés d'examiner les aspects techniques et sécuritaires de la crise. Ces travaux seront suivis d'une rencontre au niveau ministériel avant l'étape finale, réunissant les chefs d'État et de gouvernement de la région. Ce sommet intervient dans un contexte de forte tension dans les Grands Lacs, marqué par la poursuite des combats dans l'est de la RDC. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, une accusation rejetée par Kigali, mais qui continue d'alimenter une crise diplomatique régionale et une grave situation humanitaire. L'Ouganda, voisin direct de la RDC, se positionne une nouvelle fois comme un acteur clé de la médiation régionale, déjà engagé aux côtés de Kinshasa dans des opérations militaires conjointes contre les ADF. Kampala cherche également à relancer le dialogue politique entre les pays de la région. À Kinshasa, les autorités congolaises espèrent que cette initiative permettra d'aboutir à des décisions concrètes, notamment en faveur d'un cessez-le-feu durable, du respect de la souveraineté congolaise et d'une implication plus ferme des mécanismes régionaux pour mettre fin à l'instabilité dans l'est du pays. Depuis la reprise des combats dans l'est de la RDC, les initiatives de solidarité envers les forces armées de la RDC se multiplient. À Kenge, dans la province du Congo, la population a manifesté ce vendredi 19 décembre son soutien au FARDC et aux institutions du pays, illustrant un élan patriotique qui gagne plusieurs provinces, non sans susciter un débat sur la nécessité d'actions plus concrètes et durables. Dieu merci, Vovo. Depuis la reprise de combats dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par l'activisme de la rébellion AFI M23, le geste de solidarité envers les forces armées de la RDC se multiplie à travers le pays. À Kenge, chef-lieu de la province du Congo, la population est descendue dans la rue ce vendredi 19 décembre. Drapeaux nationaux en main, chants patriotiques et messages d'unité nationale ont rythmé cette marche de soutien au FARDC et au président de la République. Une mobilisation initiée par des acteurs politiques locaux dans un contexte où le marche populaire devient la forme la plus visible d'expression du patriotisme et de l'attachement à l'intégrité territoriale du pays. Bana union sacrée, mbote na bino nyonso. Mokolo ya lelo tosangani po tosala marche. Tina ya marche oyo touti kosala ezali boye. Tozali kolandela oyo ezali koleka na est ya mboka na biso. Tozali kolandela lolenge bangunia bazali kobundisa biso. Batu ya M23 oyo Rwanda ezali kosunga pona kobundisa biso. Tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala makasi po kimia ezonga na kati ya mboka na biso. Si ces manifestations traduisent un élan patriotique certain, leur répétition dans plusieurs provinces soulève aussi des interrogations. De plus en plus, de voix appellent à diversifier les formes de soutien afin de les rendre plus concrètes et durables. Parmi les pistes évoquées, l'assistance aux familles de militaires, l'aide aux déplacés des guerres ou encore des actions de solidarité mieux encadrées par les autorités. Au-delà des marches, la population exprime une attente claire, voir la paix s'installer durablement sur toute l'étendue du territoire national. La première ministre Judith Suminwa réaffirme sa volonté d'améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Elle a présidé une réunion stratégique entre le gouvernement et les secteurs privés dans le cadre du dialogue public-privé. Objectif, évaluer les réformes en cours, lever les obstacles à l'investissement dans le MAT.
La première ministre Judith Suminwa a présidé une réunion du cadre des dialogues public-privé réunissant plusieurs membres du gouvernement et le responsable de la Fédération des entreprises du Congo. Une rencontre qui s'inscrit dans la dynamique des concertations permanentes voulues par la chef de l'exécutif pour améliorer durablement le climat des affaires en RDC. Les attentes de l'AFEC auprès de Madame la Première ministre étaient beaucoup plus pour que ces cadres matérialisent le climat des affaires, le bon climat des affaires en République démocratique du Congo. Vous le savez, depuis 2023, il y avait une première édition des baromètres sur le climat des affaires qui avait donné le score de 37%. Et suite à ces résultats-là qui n'étaient pas satisfaisants, il avait plu au président de la République et Excellence Madame la Première ministre pour mettre en place des cadres de concertation pour qu'il y ait les dialogues, pour qu'il y ait le contact direct entre nous, les opérateurs économiques, avec le secteur privé, pour que nous parlons qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, afin de prendre de bonnes décisions pour un meilleur avenir. Le secteur privé reconnaît la volonté politique du gouvernement, mais souligne des difficultés persistantes dans l'application des réformes sur le terrain, notamment en matière d'accompagnement administratif. À l'écoute, Judith Suminwa a pris des engagements clairs. Certaines mesures annoncées devraient être appliquées dans les prochains jours. D'autres feront l'objet des concertations sectorielles. Cette rencontre renforce la confiance entre l'État et les opérateurs économiques, conformément au programme d'action du gouvernement 2024-2028, axé sur l'emploi, le pouvoir d'achat et l'assainissement du climat des affaires. Dans le domaine de la santé, les maladies non transmissibles gagnent du terrain en RDC. Une récente enquête menée à Kinshasa, Chopo et dans le Kasaï oriental révèle que la croissance démographique accroît le nombre de personnes exposées malgré une légère baisse de l'inactivité physique. Les résultats de cette enquête, appelée Stepwise, ont été présentés en présence du ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba. Patience Lokeke pour plus de détails. Les maladies non transmissibles MNT telles que l'obésité, l'hypertension et le diabète représentent une charge croissante pour le système de santé national. Cette situation ressort de l'enquête STPWISE représentée le 18 décembre à Kinshasa par le ministère de la Santé. L'étude a été menée dans 3 provinces, à Kinshasa, la Chopo et les Kasaï oriental. Intervenant à cette occasion, le ministre de la Santé publique a salué la qualité du travail des équipes techniques et des enquêteurs, soulignant l'importance stratégique de ces données pour l'orientation des politiques sanitaires en République démocratique du Congo. Je voudrais donc vous remercier pour cette étude en disant que pour nous, décideurs, c'est important de savoir comment décider et cette enquête vient répondre à cette question. Notamment, le fait que nous devons intégrer, et je suis d'accord avec cette recommandation, dans notre paquet de base, et nous sommes en train de discuter sur le paquet de base actuellement même, nos équipes sont dans un autre hôtel maintenant en train de discuter, et donc c'est important pour nous d'intégrer dans notre paquet de base la prise en charge, la prévention des maladies chroniques, des maladies non transmissibles. Les résultats montrent que, malgré une relative stabilité de certains facteurs de risque, la croissance démographique entraîne une hausse significative du nombre de personnes exposées au MNT, accentuant ainsi la pression sur le système de santé. Le ministre a également rappelé que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît désormais l'obésité comme une maladie à part entière, appelant au renforcement des actions de prévention et de prise en charge. Mais je suis content parce que l'OMS vient de déclarer que l'obésité est une maladie en soi. Donc c'est très important. Il y a quand même quelques avancées positives, pour ne pas dire une seule avancée positive, c'est la diminution de l'inactivité physique selon cette enquête. Donc c'est au moins un des facteurs positifs. Face à ces constats, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures, notamment l'intégration de la prévention de MNT dans le base des données sanitaires nationales, le renforcement de la prise en charge communautaire, en particulier en milieu rural, ainsi que la promotion de la médecine de famille et d'une meilleure répartition professionnelle de santé.
De Kinshasa, rendons-nous à présent à Bunia où le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a effectué une visite d'inspection pour se rendre compte de l'avancement des chantiers jugés essentiels pour le désenclavement de la province de l'Ituri. De ce fait, Géopolis Télévision a contacté plusieurs acteurs locaux pour faire le point sur l'avancée des travaux essentiels de réhabilitation des axes routiers. Suivez. En séjour à Bunia ce jeudi 18 décembre, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a effectué une visite des terrains pour évaluer l'état d'avancement des différents travaux de réhabilitation lancés dans la capitale provinciale de l'Ituri. Cette mission intervient dans un contexte où la modernisation des infrastructures est considérée comme un levier essentiel pour le développement local. Pour mieux comprendre la réalité du terrain, notre rédaction a contacté Alain Moukoko, directeur de la radio RTSM, qui salue cet avancement qui donne espoir d'être achevé en intervalle de 2 mois. Tout est presque prêt, il reste presque à 2 mois. Dans 2 mois, ce que nous avons appris, on va inaugurer l'aéroport. Il y a la route, il y a des routes presque à ville de Bunia, les routes sont presque, les routes des artères principales sont vraiment macadamisées aussi. Okay. Il n'y a pas que seulement l'aéroport, mais il y a toutes des routes. Nixon Manzengele, rédacteur en chef de la radio Mont-Bleu, selon eux, le travaux ont repris depuis quelques semaines, mais il reste beaucoup à faire, surtout dans les zones périphériques où l'accès est difficile. En somme, les travaux à l'aéroport évoluent à pas de géant. Les travaux évoluent en tout cas bien. Et s'il faut parler en termes de pourcentage, selon les équipes de Mogaban, avec qui on fait des interviews comme journaliste, les travaux, l'aéroport peut être déjà remis auprès du gouvernement au plus tard au mois de février, car il ne reste que l'aérogare, parce que la tour de contrôle est déjà finie, les bureaux de l'ARV a déjà fini, la piste, en tout cas, c'est 90% déjà de l'élargissement, nonobstant quelques retouches qui sont en train de faire pour élargir les tarmacs. Mais en tout cas, les travaux évoluent très bien. Les habitants espèrent que les promesses seront suivies d'actions concrètes et durables, loin des simples faits d'annonce, mais d'une matérialisation. En sport, la Fédération internationale de football, l'association, a officiellement rejeté la plainte introduite par le Nigeria contre la RDC. Une décision qui écarte définitivement les espoirs des Super Eagles de participer encore à la course pour la Coupe du Monde 2026 et suscite une vive satisfaction à Kinshasa. Didier Ilunga et Giscard Tamba. Après examen du dossier, l'instance mondiale sportive a estimé que la FECOFA avait respecté les règles en vigueur, rejetant ainsi la plainte déposée par la Fédération nigérienne de football contre la Fédération congolaise de football. Toutes nos excuses pour cette rupture brutale de cet élément dû à un dysfonctionnement technique. On reste dans le sport pour vous faire savoir que les léopards de la RDC sont arrivés ce jeudi dans la soirée à Rabat au Maroc pour les derniers réglages avant son entrée en lice à la CAN face au Bénin pour la première journée. Quelles sont les chances des hommes de Dessabre dans cette phase de groupe? Tentative de répondre avec cet élément signé Blaise Kouzola. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra au Maroc à partir du 21 décembre prochain et les sélections africaines entrent progressivement dans la phase de peaufinement de leur préparation. La RDC figure parmi les nations les plus régulières de la compétition avec une participation record à sa 22e finale, à sa 22e phase finale. Demi-finalistes lors de la dernière édition, les Léopards ont entamé leur stage de préparation à Alicante en Espagne afin de peaufiner leur cohésion et d'affiner les réglages techniques avant le coup d'envoi officiel du tournoi. Le premier match officiel de la RDC est programmé pour le 23 décembre 2025 face aux écureuils du Bénin dans le cadre du groupe B. 4 jours après, les Léopards joueront les Lions de la Teranga du Sénégal pour le choc de ce groupe à Tanger, puis les hommes de Dessabre termineront la phase de groupe face au Botswana.
Avant d'entrer en compétition proprement dite, les Léopards ont livré un match amical contre la Zambie le 16 décembre dernier, remporté par la marque de 2-0, puis ils ont voyagé pour le Maroc et sont arrivés jeudi dans la soirée. Cette confrontation face à la Zambie a permis d'offrir du temps de jeu aux joueurs qui jouent moins en sélection et de finaliser les derniers ajustements tactiques. Ces 3 matchs cruciaux du groupe détermineront la qualification de Léopards pour la phase à élimination directe. Si les Léopards franchissent la phase de groupe, ils pourraient être amenés à disputer le 8e de finale dès le 3 ou 4 janvier 2026 selon leur classement. Tous ces matchs seront une occasion de démontrer la profondeur de l'effectif congolais et de rivaliser avec les meilleures équipes d'Afrique. L'équipe dirigée par le sélectionneur des Sabres doit impérativement professionnaliser son attaque pour maximiser ses chances de succès. La rencontre contre le Sénégal, un des favoris du tournoi, sera particulièrement cruciale pour évaluer la force offensive de Léopard. Les ambitions de la sélection congolaise demeurent élevées. Les Léopards attendent capitaliser sur leur imprévisibilité, leur solidité collective et l'expérience acquise lors de la dernière CAN pour faire mieux tout en se mesurant à des adversaires de taille tels que le Cameroun et le Nigeria, déjà battus lors du barrage qualificatif. Place à présent à la page internationale. Troisième région productrice de céréales en Afrique, derrière l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord continue de jouer un rôle clé dans l'approvisionnement du continent, malgré une sécheresse persistante qui affecte la région depuis plus de 6 ans. La production céréalière montre des signes de renforcement, traduisant une certaine résilience du secteur agricole. Daniela Kalala. En Afrique du Nord, la récolte des céréales devrait totaliser 34,8 millions de tonnes en 2025, selon les précisions formulées par la FAO dans son dernier rapport sur les perspectives des récoltes et la situation alimentaire mondiale publié en novembre dernier. Les stocks annoncés, s'ils se confirment, traduiraient une hausse de 6,1%, soit 10 millions de tonnes de plus que la production réalisée un an plus tôt. Tous les pays de la région ont enregistré une croissance de leur volume de production d'une année sur l'autre. Avec une récolte de 24,2 millions de tonnes, l'Égypte s'affirme comme le principal pôle de production en concentrant près de 70% de l'offre régionale. Les pays de Pharaon est suivi par le Maroc 13%, l'Algérie 12% et la Tunisie. Il convient de noter que le Maroc est le seul pays pour lequel les niveaux de la production s'affichent en dessous de la moyenne enregistrée sur les 5 dernières années, ce qui suggère une fragilité de la filière céréalière. Selon la FAO, cette situation est attribuée à l'impact de la sécheresse prolongée dans les principales zones de production du pays. Si, globalement, la production régionale se porte mieux en 2025, les perspectives pour 2026 sont moins optimistes. D'après la FAO, le premier prévision météorologique indique une probabilité accrue des précipitations inférieure à la moyenne entre octobre et décembre 2025, période correspondant au semis des céréales d'hiver de 2026. Cette situation pourrait nuire aux opérateurs des semis et réduire l'étendue des superficies emblavées dans les zones pluviales du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal se positionne comme le 3e importateur de riz derrière le Nigeria et la Côte d'Ivoire, dans un pays où ce céréale constitue un aliment de base pour la majorité de ménages. Le riz, donc brisé, domine largement les importations, représentant près de 90% des stocks de céréales importés chaque année. Une forte dépendance extérieure qui soulève des enjeux économiques et alimentaires majeurs. Daniela Kalala. Au Sénégal, le prix de vente du kilogramme de riz brisé importé sera fixé à 300 francs CFA à compter de l'année 2026, signant une baisse de 14% par rapport au tarif de 350 francs CFA actuellement en vigueur sur le marché intérieur. L'annonce a été faite le 18 décembre par le ministère de l'Industrie et du Commerce qui précise que la mesure sera officiellement annoncée par le président de la République à la fin de l'année 2025. Dans un communiqué publié sur son site, les
Ledit ministère indique que cette décision a été prise de commun accord avec les acteurs de la filière concernée, dont les importateurs, les commerçants, les boutiquiers et les associations de consommateurs. Selon les autorités, l'objectif de cette mesure est de renforcer le pouvoir d'achat de ménages et de lutter contre la vie chère, alors que le riz reste l'un des produits de base le plus consommé dans le pays. Plus largement, la démarche des autorités sénégalaises intervient dans un contexte de hausse de prix du riz à l'exportation en Asie depuis novembre 2025, selon les données du département américain de l'agriculture. Il convient de noter que le Sénégal importe une grande partie de ses besoins en riz brisé depuis l'Asie. Les données compilées sur la plateforme Tradmap indiquent par exemple que le pays de Teranga a importé 1,34 million de tonnes de riz en 2024, dont près de 80% expédiés depuis les pays asiatiques, principalement la Thaïlande et le Pakistan. Place à présent à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse essentiellement consacrée au vrai faux retrait de l'FC M23 de la ville d'Ouvira. La référence plus revient sur ce qu'elle qualifie de tentative de diversion pour feindre d'éprouver sa bonne foi, écrit le journal. L'FC M23 a inondé les réseaux sociaux des images montrant des combattants quittant Ouvira, une mascarade selon le journal, aussitôt démenti par des témoignages des habitants de cette ville lacustre et par le gouvernement provincial du Sud Kivu. La consoeur affirme que, loin d'un retrait conforme à la résolution 2773, certains de ces éléments se sont infiltrés dans la population en tenue civile pendant que d'autres prenaient la direction de Mboko, Kalundu et Kavimvira. Africa News relaie les réserves officielles de Kinshasa. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, s'interroge publiquement. Quelle crédibilité accorder à cette manœuvre unilatérale du M23? Le média rappelle que le gouvernement attend un retrait effectif des troupes rwandaises de toutes les zones occupées du territoire national. Dans un autre registre, le potentiel estime qu'Ouvira est devenu le premier marqueur opérationnel d'un basculement stratégique majeur. Le quotidien évoque la mise en œuvre accélérée du plan CONOPS et souligne que les États-Unis sortent du registre des déclarations diplomatiques pour entrer dans celui de l'exécution sécuritaire. Retrait exigé des troupes rwandaises, calendrier précis, mécanisme de vérification et implication directe du vice-président américain. Washington, selon le quotidien, durcit le ton face à Kigali et redéfinit les règles du jeu régional. Le Phare adopte un ton plus accusateur. Le tabloïd affirme que Corneille Nangaa et Bertrand Bissimois, présentés comme maîtres de la situation, ont montré qu'ils n'ont aucun pouvoir ni autorité dans les zones occupées. Il décrit leur silence après l'assassinat de Magloire Paluku et les scènes d'obsèques où ils auraient été escortés tels des prisonniers sous le contrôle de Kigali. Pour ces journaux, cela confirme que la RDC ne fait pas face à une rébellion, mais à l'agression portée par le Rwanda avec la complicité de certaines multinationales intéressées par les minéraux congolais. Info 27 met l'accent sur la réponse interne de l'État congolais face à l'insécurité. Ce n'est pas, écrit-il, un simple rappel à l'ordre, mais une mise en mouvement de l'appareil sécuritaire de l'État en réunissant un comité provincial de sécurité élargi. Le pouvoir central veut anticiper plutôt que subir, faire de la protection des populations une priorité immédiate et placer les 26 provinces en ordre de vigilance afin que la période des fêtes ne devienne pas un angle mort de l'action publique. Enfin, Géopolice Hebdo élargit la focale à la coopération économique. Les tri-hebdomadaires rapportent que Kinshasa et Washington veulent consolider un cadre durable pour l'investissement privé. Lors d'une rencontre organisée avec la Chambre de commerce américaine, la première ministre Judith Suminwa a insisté sur la stabilité macroéconomique, la sécurité juridique et les réformes du climat des affaires. La dimension sécuritaire a été évoquée comme un facteur clé pour les investissements, tandis que les États-Unis, par la voix de leur ambassadrice, ont réaffirmé leur intérêt pour le potentiel économique congolais. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres. Constant Ntamba, député par la Cour constitutionnelle, la haute juridiction rejette les 2 requêtes introduites par l'ancien ministre de la Justice. L'Ouganda s'apprête à accueillir un sommet sur la situation en République démocratique du Congo. Cette initiative du président Yoweri Museveni. À l'international, le Sénégal se positionne comme 3e importateur du riz. Il talonne le Nigeria et la Côte d'Ivoire dans cette dépendance exacerbée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Géopolice Télévision.
Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.